se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est où? On est au Cambodge, plus particulièrement à Phnom Penh qui est la capitale du pays. On a prévu de rester 10 jours au Cambodge, donc on va se faire une journée à Phnom Penh et après on verra plusieurs endroits. On va aller dans le nord-est du pays pour aller voir des éléphants, ensuite dans le centre et pour finir au temple d'Angkor. Donc là on commence par Phnom Penh. Donc Phnom Penh c'est vraiment une ville très urbanisée, un secteur économique très important. Le fleuve Mekong traverse la ville, on peut le voir juste ici. Aussi, ce qu'il faut savoir comme autre info au Cambodge, c'est que 95% de la population est bouddhiste. Donc c'est pour cette raison qu'il y a des temples de partout. Dans chaque coin de rue, il y a un temple. C'est impressionnant. Et on voit beaucoup de bouddhistes en tenue officielle. Donc on va partir à la découverte de cette ville. À ne pas manquer à Phnom Penh, c'est le Palais Royal. L'entrée coûte 40 000 riels par personne, donc c'est environ 10 euros, 8 à 10 euros par personne. Et visitez vraiment tout le domaine du Palais Royal. Les jardins, les temples. Pour l'instant, c'est magnifique. Là on est au Night Market. Il y a des petits stands de partout d'habits, c'est super sympa. Et au bout il y avait un genre de food court, mais avec les tables c'est par terre en fait. C'était des petits coussins sur des tapis et c'était ça les tables. Plutôt sympa. On va bientôt embarquer dans notre bus là, c'est celui-là. Ils ont scotché nos sacs à l'intérieur pour pas que ça bouge. Et ils ont plein de marchandises aussi, donc je pense qu'on va s'arrêter à plein d'endroits pour livrer de la marchandise. Ça marche un peu comme ça ici. Et ouais, c'est un mini fourgon, il n'y a pas beaucoup de place. Mais on va y arriver, il y a 6h30 de route. Normalement. On a plus 8-9 heures. Ouais, plus 8-9 heures. Donc on va voir comment ça se passe. Nous voilà enfin arrivés à Senmonorom, dans la vallée de Monjulkiri. Je sais pas si c'est une vallée ou la ville, je sais plus. On vient d'arriver à l'hôtel enfin, après 7 heures de route. 7 heures de route dans un petit fourgon, c'était très long en vrai. Et là, l'hôtel, franchement, ça va. On a payé 7 euros par nuit, donc 21 euros pour 3 nuits là. Voici un petit tour, un petit room tour. Jérôme qui est mort du trajet en car. Donc voilà, la chambre est bon, petite mais sympa. On a une théière avec du café, de l'eau, du thé. Donc c'est le luxe. Voilà, ça y est, le Project Monjulkiri vient de nous récupérer. Il nous a tous mis dans un pick-up à l'arrière.
Là on y va, il est 8h30 à peu près. Il y a du vent, il fait beau, mais ça va. Parti, on est en train de marcher dans la jungle là, pour essayer de trouver les éléphants. Ils nous ont tous passé des bananes pour les nourrir. Pour les attirer. Ouais, pour les attirer. Donc j'espère qu'on va en voir. Normalement il n'y a que des femelles ici. Il faut savoir aussi que les femelles éléphants les éléphants d'Asie femelles n'ont pas de défense. Il n'y a que les mâles qui ont des défenses, alors qu'en Afrique les deux mâles et femelles ont des défenses. Mais c'est trop beau là de marcher dans la jungle. Ça y est, elles arrivent. Putain de merde. Super gros. On est dans la merde. On se régale. Tiens. Il en a une quand même. Ah ouais. Alors l'éléphant qu'on vient de voir, elle s'appelle Happy et elle a été secourue parce qu'avant elle portait le bois dans les villages. Ça l'a un peu massacrée quoi. Son épaule gauche est fracturée il me semble et c'est très difficile à guérir apparemment. Le guide qui nous a expliqué ça. Et au début quand ils l'ont quand ils l'ont secourue et qu'ils l'ont amenée dans la forêt, elle n'était pas très contente parce que ça lui rappelait vraiment le bois qu'elle portait, qu'elle tirait. Donc là maintenant c'est pour ça qu'ils l'ont surnommée Happy. Je crois qu'elle a vraiment très faim. Ouais. Les deux éléphants qu'on vient de voir là, il y en a une qui s'appelle Princesse, elle a 80 ans. 80 ans. Auparavant, pendant peut-être 50 ans de sa vie, elle a fait des allers-retours pour transporter les gens. Et elle était vraiment mal en point, donc ils l'ont secourue, ils l'ont amenée ici, et maintenant elle vit sa best life quoi. Et l'autre éléphant qui était un peu plus grand, c'est Convient, elle s'appelle, un truc comme ça, Convient. Elle a 38 ans, avant aussi elle travaillait dans les villages, et elle était aussi mal en point, et elle savait même pas se nourrir toute seule. Donc, elle était orpheline en fait, elle n'avait pas de parents, elle est née dans le village, elle n'avait pas de parents. Ouais, orpheline. Donc quand ils l'ont ramenée dans le projet Mondul Kiri, elle savait pas se nourrir, donc elle a trouvé l'autre, la plus vieille, ouais, et celle qui lui a montré comment manger des feuilles, se nourrir dans la jungle. Et maintenant ils sont meilleurs potes quoi, ils sont meilleurs potes. Ouais, elles restent tout le temps ensemble maintenant. Bon, il n'y a plus de bananes, c'est bon, elle s'en va. Là c'est le petit moment baignade. Là on va rester là pendant 1 heure, le temps de voir si les éléphants vont nous rejoindre. Jérém s'est lancé en premier, il a ouvert la marche.
On vient de louer un scooter pour aller un peu visiter les environs. Jérém il reteste pour voir s'il est toujours habitué à conduire un scooter. C'est le retour du scooter fou. On a une de ces dégaines avec les casques. Bah surtout toi. Ok. Là on est à la sortie des écoles. Tous les grands frères, grandes sœurs ou parents sont venus chercher les petits enfants pour les mettre sur le petit scooter. Putain, mais devant il y a une fille, elle a 10 ans, elle conduit quoi. C'est vrai? Ici il n'y a pas de limite d'âge pour conduire. Regarde là. Elle conduit mieux que nous. Bon, on a une super nouvelle. On vient de tomber en panne. Le moteur démarre plus. On est au milieu de nulle part. Avec les vaches. Donc voilà, super. En fait on a compris, on n'a plus d'essence. Le compteur il est faussé, genre l'aiguille elle marche pas et on n'a pas vérifié avant de partir. Et même le gars qui nous a loué, pour lui il y avait de l'essence, donc bon. On a ouvert le truc vide, genre vraiment zéro goutte d'essence. Et là on a vu la station essence la plus proche, elle est à 1h45 de marche. En poussant le scooter là. Pour l'instant il n'y a personne qui s'arrête au bord de la route là, il voit qu'on pousse un scooter. Il n'y a personne qui s'arrête. Voilà, il y a des gars en scooter qui se sont arrêtés. Trop sympa, ils vont nous passer de l'essence, ils sont allés chercher de l'essence en fait et ils vont nous en ramener. Bon, au final les gars ils se sont arrêtés, ils nous ont rapporté une petite bouteille de gasoil. On a essayé de leur filer de l'argent juste pour payer la bouteille ou quoi, ils ont refusé. Franchement c'était trop les goats. Ils ont vraiment géré pas pour le coup. Et on a pu après aller à une station et racheter 3 litres d'essence, faire le plein. Et le mec il était trop sympa aussi. Franchement les Cambodgiens vraiment c'est super sympa. C'est des bons quoi. Pour l'instant c'est vraiment des bons. Et là donc on est à Busra Waterfall. Donc apparemment c'est la plus belle cascade du Cambodge. On a payé par personne, c'était 2,50 $. 5 $, donc 4 € on va dire. Et pour l'instant il y a des petites boutiques comme ça. Il y a quand même un peu de monde, même si apparemment on n'est pas encore en haute saison. Il y a beaucoup de locaux. Il y a des Chinois je pense. Et on va voir à quoi ça ressemble. Il y a des gaufres. Alors, on arrive à la cascade. L'eau elle est pas très claire aussi apparemment, il nous a dit. C'est plus clair en décembre, janvier je crois. Parce que là il a plu et tout. Waouh! Ah c'est impressionnant. Ah elles sont énormes. On va essayer de s'approcher de plus près pour voir. Je pense qu'il y a au moins 10 mètres de haut là. Et après en bas t'as un deuxième étage là. Et ça tombe et t'as toute la jungle autour, c'est vraiment pas mal. Là les gens ils sont posés, ils font des petits pique-niques et tout. Ah franchement c'est trop bien.
temple d'Angkor et on attend le lever du soleil pour, comme tout le monde en fait, pour avoir la belle photo. Mais il y a énormément de monde. En tout cas c'est super beau là déjà avec les lumières du lever du soleil qui arrive. Il y a beaucoup de monde. Alors on se retrouve dans la cité d'Angkor et plus précisément au temple d'Angkor qui est le centre même de cette cité qui est énorme. Comme on peut voir ici, cet édifice, c'était un temple hindou à la base qui a ensuite été converti en un temple bouddhiste. Alors il faut savoir que la cité d'Angkor c'était une civilisation énorme du Moyen-Âge. Ça a commencé au 9e siècle avec la fondation justement de ce temple et avec une apogée au 12e siècle. En termes de disparition, on estime environ que c'est autour de 1450 la disparition d'Angkor, mais on ne sait pas exactement la date précise parce qu'il n'y a pas forcément d'écrits qui sont restés, mais on estime peut-être que c'était une migration de capitale, donc de Angkor à Phnom Penh qui s'est passé, parce que Phnom Penh est juste plus proche de la mer et c'était plus logique à cette période-là de la civilisation. Pourquoi Angkor c'est si impressionnant à voir? Déjà en fait c'est énorme, c'est le plus gros centre religieux du monde, donc plus gros que le Vatican également, ce temple-là, en termes de superficie. Et la civilisation, elle avait une avance technologique au Moyen-Âge en termes de canalisation. En fait, toute la ville, tout autour, il y a des canalisations qui pouvaient nourrir à son apogée 1 million de personnes. La cité d'Angkor, en fait, c'est organisé avec ce gros temple qui est au milieu, qui est le Angkor Wat, donc le temple d'Angkor. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus gros monument religieux. Et après, tout autour, vraiment, c'est super étendu. Il y a des dizaines et des dizaines de temples. Et à l'époque, il y avait plein d'habitations aussi également. Et en fait, cette ville d'Angkor, qui était la capitale de l'Empire Khmer à l'époque, donc apogée entre le 9e et le 12e siècle. C'était une des villes les plus peuplées au monde, si c'est pas la plus peuplée. Il faut voir, peut-être ça se joue avec Bagdad ou quoi. Et il y avait donc 1 million d'habitants dans cette cité-là, c'est vraiment énorme. Donc voilà, là on se balade autour du temple d'Angkor. Il y a des petits singes qui se baladent sur le temple. Ça fait vraiment le cliché du Cambodge, c'est vraiment stylé. Voilà, on est dans un temple dans la jungle. C'est un peu en ruine. Le temple il s'appelle Bante Kdei, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment un labyrinthe en fait, de plein de petits endroits. Il y a plein de recoins partout, plein de petits chemins. C'est impressionnant. Avec ces gravures là, elles sont vraiment super détaillées. C'est super bien préservé aussi. Et ouais, en fait c'est un labyrinthe quoi, tout simplement. Et en plein dans la jungle quoi. En fait on est dans Uncharted là.
Alors là, on va arriver au temple Taprom, qui a été fondé au XIIe siècle par Jayavarman VII. Il a dédié ce temple à sa mère. Le temple a été découvert au XIXe siècle et ils n'ont pas touché, ils l'ont laissé tel quel pour justement montrer la puissance de la nature sur les vestiges humains. À l'époque, ce temple c'était un centre d'études et un monastère aussi. Et il y avait 12 000 personnes qui vivaient dedans, des danseurs, des moines, etc. C'était rempli de richesses. Et vous savez aussi que ce temple, il est hyper connu grâce au film Lara Croft Tomb Raider, qui montre en fait ce temple comme le temple de la jungle. Bon, là on est à l'entrée du temple et déjà tu vois tous les arbres là qui ont poussé sur la roche. Les racines vraiment elles ont transpercé la roche, elles sont énormes. C'est vraiment impressionnant, tu as un arbre qui est sur carrément la bâtisse. Et ouais tu vois déjà que, bon après c'est des centaines et des centaines d'années mais l'arbre il a fusionné avec la roche carrément. Il a transpercé le truc. Là on se promène au centre du temple et tu vois il y a tous les arbres là qui ont fait s'écrouler la roche, qui ont juste repris le dessus sur la roche. Tellement ils ont mis un vérin quoi, pour que ça tienne. Et là t'es vraiment dans un mix entre la jungle et les temples, c'est vraiment impressionnant. Encore une fois. Quand même les bâtisses elles ont 800-900 ans et c'est quand même bien conservé, surtout les petits détails qu'il y a sur la roche. Et ça apparemment c'est de la roche volcanique qui sont utilisées pour les constructions. Franchement c'est une dingue ça. C'est magnifique. C'est vraiment une dingue. Là je suis à deux doigts d'aller fouiller pour chercher un trésor. Il y a un trésor caché ici. Faut faire attention aux pièges, faut pas déclencher les pièges. Et la malédiction aussi. La malédiction. C'est vraiment un labyrinthe, un dédale de petits couloirs, de petites pièces. Regarde, il y en a partout en fait. Vraiment, tu tournes la tête, t'es dans une petite pièce comme ça. Qui a tenu debout malgré les centaines et centaines d'années. Alors, je marche. Hop, il y a une autre petite porte. Un autre couloir. Et il y a encore une dinguerie de l'autre côté quoi. Regarde ça. Lui c'est un des temples les plus connus après celui de Angkor Wat, le principal, le plus grand. Lui c'est le plus connu justement parce qu'il y a il y a tous les arbres, il y a toute la végétation qui est revenue par-dessus et qu'ils ont laissé comme ça. Donc en fait ces arbres là c'est des spongues. Ils sont particulièrement présents en Asie du Sud-Est et notamment dans cette région-là, d'Angkor. Ils peuvent faire 2 mètres de diamètre et justement ils ont la particularité de pousser sur ces temples et avec ces énormes racines là qui descendent jusqu'à la terre. Et c'est des arbres qui ont 300, 400 ans pour la plupart.
Bon, on arrive sur le dernier temple, c'est Phnom Bakheng, le dernier qu'on va faire aujourd'hui. On est cuit, on est raplapla. Franchement, il fait 40 degrés, il fait humide. Je pense qu'on a transpiré 3 litres d'eau chacun. Et là, c'est une rando quoi pour la fin. Au moins on est à l'ombre, mais je crois que ça va nous achever. Bon, on va voir à quoi ça ressemble, on va marcher, on va voir ça. Ouais, donc comme je disais, ils avaient vraiment un réseau d'irrigation et de canalisation vraiment très développé. Et en fait, donc le West Barre là, c'est le plus grand réservoir qu'ils aient construit. Que ça vraiment c'est complètement carré et c'est vraiment fait. Ils ont vraiment creusé à la main. Après l'eau s'est remplie toute seule, mais c'est énorme et c'est le lac qu'on voit au bout. Voilà, avec la petite île au milieu. Mais voilà, ils avaient vraiment des grosses réserves d'eau pour après pouvoir irriguer toute l'année toute leur culture, et c'est pour ça qu'en fait ils se sont vraiment beaucoup développés, surtout en termes de population. Ça y est, on est arrivé au dernier temple. Et on peut pas le visiter, tout est en construction. Donc le mec nous a bien eu. Là franchement on est éclaté, on est au bout du Rolls. On n'a plus un litre d'eau en nous. Ah, apparemment on peut quand même monter en haut. Bah on est obligé, hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Hein? Bon, dernière ligne droite, monter les 50 marches. Bon, franchement ça va, hein. On a quand même une très belle vue sur tout. Wow, on voit le... Oh, je sais pas c'est lequel de temple celui-là. Oh, c'est impressionnant. Non, on a vraiment une vue sur tout, tout à 360. Là-bas il y a une grande roue, donc je pense que c'est Siem Reap, la grande ville où on dort. Oh, et de l'autre côté je crois on voit le gros réservoir dont j'ai parlé. On va aller voir ça. Ouais, donc là on voit un peu mieux le gros réservoir qu'ils ont créé avec l'île artificielle qui est au milieu. Et qui est toujours rempli d'eau, donc peut-être ça sert encore en saison sèche. Ça peut encore servir.